Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Démarrage imminent des travaux de l'autoroute Ila-Touba. Le Sénégal et la Chine ont signé ce lundi une convention de financement d'un montant de 416 milliards de francs CFA sur une étendue de 113 km. Des travaux devront durer 45 mois. La sortie d'Amadan Soro continue de remuer la classe politique. L'APR et le PIT se tirent dessus. Le consultant-chercheur Rosner Ludovic Alice Soutin conseille aux apéristes d'apporter des arguments solides pour ne pas verser dans la banalité. L'Association des femmes médecins et juristes en croisade contre la discrimination sur les personnes vivant avec le VIH. Elle demande l'application de la loi contre la stigmatisation. À suivre en fin d'édition, le dossier du jour qui porte sur le téléphone portable qui impacte négativement sur les performances scolaires à l'école et aussi comme outil de désocialisation. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Je vous le disais en sommaire, le Sénégal et la Chine ont signé cet après-midi une convention de financement d'un montant de 416 milliards de francs CFA. Elle intervient 6 mois après la pose de la première pierre de l'autoroute Ila-Touba qui devra relier Thiès et Touba. Les travaux devront incessamment démarrer. Ils dureront 45 mois. La convention a été signée donc par le Premier ministre, par le ministre des Finances et l'ambassadeur de la Chine, Dissa Prera et Adama Gueye étaient présents. D'ici quelques semaines, les travaux de l'autoroute à péage Thiès-Touba vont démarrer. Un tronçon de 113 km. Pour l'ambassadeur de Chine au Sénégal, les grandes formalités et procédures sont dépassées. Des ingénieurs et techniciens chinois sont même déjà sur place et le matériel bientôt acheminé de Bamako. Ce projet va se dérouler dans des conditions favorables, en sachant que une soixantaine d'ingénieurs et techniciens chinois sont là depuis plusieurs mois. Ces gens travaillent d'arrache-pied pour construire d'abord une base vie et très rapidement, on va voir le lancement des activités physiques pour la réalisation de cet ouvrage. Une voie qui va coûter entre 416 et 420 milliards de francs CFA, 4 ans de travaux, 6 à 7 000 emplois durant la période de construction. Les travaux seront séparés en 3 tronçons qui commencent en même temps, Touba-Diourbel, Diourbel-Khombol et Khombol-Thiès. Aujourd'hui, tout est bouclé. Je viens de procéder à la signature sur autorisation de Monsieur le Président de la République. 5 ans de différé, un taux d'intérêt de 2%. Ça veut dire que le premier paiement va intervenir dans 5 ans, mais l'autoroute doit être construite dans un délai de 4 ans. Ça veut dire qu'on pourra exploiter peut-être l'autoroute pendant 6 mois, faire les tests, commencer peut-être le payage. Le Sénégal a un délai de grâce de 5 ans. Le prêt sera remboursé en 25 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Collaboration entre l'Agence des aéroports de Dakar et l'APEX. Objectif, revoir la sécurité et les procédures d'exploitation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le but de cette initiative de l'OACI, éliminer toutes les carences en matière de sécurité. C'était lors d'une conférence en présence des experts et le directeur général des aéroports du Sénégal. Compte rendu signé Aïssatou Païfal et Modou Diop. L'Agence des aéroports du Sénégal procède à l'exécution d'un programme de sécurité en collaboration avec l'APEX, une initiative participant à l'amélioration de la sécurité au niveau des aéroports du Sénégal. C'est un programme qui est ambitieux et qui va nous aider dans la mise en œuvre du processus de certification des aéroports. Le programme est basé sur une base volontaire. Donc, ACI et ses membres se portent volontaires à prêter des employés, de leurs employés, de leurs experts,
et les déployer à certains aéroports qui se portent volontaires à avoir une revue. Toujours au volet sécuritaire, des mesures sont prises afin de protéger au maximum les abords des aéroports. Nous avons été victimes d'une situation que nous n'avions pas créée. Mais les dispositions sont en train d'être prises aujourd'hui pour la sécurisation du périmètre aéroportuaire. C'est la raison pour laquelle il y a eu des destructions. Mais ce qu'il faut retenir, l'idée, c'est de rendre encore plus sûr cet aéroport. 22 points seront évalués. Parmi ceux-ci, l'incendie qui est géré par la SECNA, il y a le système de management de la sécurité, il y a les procédures d'exploitation côté piste. Ça nous permettra à l'issue de ces travaux qui vont prendre fin le vendredi d'avoir cet œil extérieur. La mise en œuvre du programme APEX, une réponse aux carences en matière de sécurité pour une certification de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Nous parlons politique à présent. Retour sur les propos d'Amath Dansokho, des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'APR et le PIT n'ont pas une même lecture de cette déclaration du ministre conseiller qui disait que le Sénégal est en danger. Pour Magatte Thiam, secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, Amath Dansokho n'a fait qu'appuyer le président de la République qui avait déjà annoncé la couleur en tirant sur certains directeurs de sociétés nationales. Aminata Mbaresso et Modou Diop. C'est une sortie qui a provoqué une vague de réactions, un imbroglio entre le parti au pouvoir et son allié de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce qu'il a dit et qui a ému d'aucuns pour dire ce qu'ils ont dit dans les médias, je crois qu'ils ne prennent pas le recul quand les problèmes sont là. Sur le plan de l'électricité et de l'eau, proprement dit, que Dansokho a parlé, c'est vrai qu'il y a eu des perturbations momentanées et le président de la République lui-même a eu quand même à interpeller les DG concernés. C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes momentanés qu'on peut dire que le Sénégal est en danger. Le Sénégal n'est pas en danger du tout. Ces difficultés-là, si on veut les minimiser simplement au niveau technocratique, on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'énergie, c'est certes ce week-end qui a été très mal vécu, mais c'est surtout quand on regarde toute cette vague de jeunes qui sont dans la micro-entreprise, etc., et qui vivent de ça. La façon dont Amath Dansokho a procédé n'est pas du goût d'Abdou Mbow, député de l'APR. Je dis que Amath Dansokho est libre de donner son point de vue, parce que c'est un allié du président, mais toujours est-il, comme je l'ai dit, il a la latitude, lui, de dire son point de vue, soit en Conseil de ministres, soit dans les rencontres de Benno Bokk Yakaar. C'est ce que je veux relever. Après le Parti socialiste, la LD, le PIT vient allonger la liste des partis membres de Benno Bokk Yakaar, auteurs d'avis désobligeants aux yeux de l'APR, une polémique interne qui installe le doute au sein de Benno Bokk Yakaar. Et nous restons avec ces déclarations d'Amath Dansokho, décriées par des membres du gouvernement qui estiment que le ministre d'État a une obligation de réserve. Le consultant chercheur en communication politique conseille au régime d'apporter donc de solides arguments pour ne pas verser dans la banalité. Ludovic Alisoutan soutient que l'APR doit mieux se restructurer. Il a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Le pays va mal, regrette Amath Dansokho, Maître Oumar Youm, Yakham Mbaye, Youssou Touré, entre autres, répliquent. Le manque d'expérience en politique est évoqué par cet enseignant-chercheur. En politique, il faut quand même être discipliné. Si l'APR a quelque chose à dire sur la sortie d'Amath Dansokho, il faut le dire de manière organisée. Mais quand plusieurs personnes interviennent pour dire des choses qui ne sont pas du tout, à mon avis, valables, ça pose problème. C'est un parti qui n'a pas l'expérience des autres partis. Et par conséquent, ils sont un peu fébriles. Ils réagissent de manière spontanée, de manière épidermique, c'est pas ça. Pourquoi alors certains responsables de l'APR n'acceptent pas la critique? La critique, il faut l'accepter et avancer. Quand Amath Dansokho dit que le pays va mal, c'est une force de la paix, de la coalition au pouvoir. Ça veut dire que nous sommes au pouvoir, mais nous reconnaissons quand ça ne va pas. Mais on n'est pas obligé à chaque fois
que quand des gens sortent, ils disent que le pays va bien, que nous roulons dans l'or. Ce n'est pas vrai. Plusieurs explications. Pourtant, le ministre d'État Amath Dansokho est connu pour ses déclarations dérangeantes. Des positions normales dans une démocratie, explique le spécialiste en communication politique. Amath Dansokho a même injurié le président en exercice. Il avait dit qu'Abdoulaye est un menteur. Pourquoi la paire n'a rien dit en ce moment-là? Donc c'est de la politique politicienne. Va-t-on vers un chamboulement au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? En tout état de cause, la paire est appelée aujourd'hui à corriger ses dysfonctionnements dans la communication et à cultiver la discipline de parti. Je vous le disais en sommaire, promouvoir les droits humains en matière de lutte contre le VIH-Sida, c'est l'objectif affiché de l'association des femmes juristes et des médecins du Sénégal. Pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination des malades du VIH, l'association a organisé une rencontre lors de laquelle une loi a été adoptée. Seulement son application semble poser problème. Plus d'explications avec Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Pour combattre la stigmatisation et la discrimination sur les personnes vivant avec le VIH-Sida, une loi a été adoptée depuis 2010 au Sénégal. Une loi visant à protéger cette couche de la population dans tous les domaines, social comme médical. Important parce que dans d'autres pays, cette loi n'existe pas. C'est un progrès, mais il faut aller au-delà. Il faudrait l'application de cette loi, sa mise en œuvre de manière à ce que la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, que ces personnes puissent bénéficier aussi des soins les plus appropriés. Néanmoins, cette loi reste méconnue des Sénégalais, mais aussi de ces personnes vivant avec cette maladie. D'où l'importance de cette rencontre afin de promouvoir leurs droits en tant qu'êtres humains. La loi sur le VIH a été promulguée depuis 2010. Mais le constat est que cette loi, d'abord, elle est mal connue des populations. Je peux dire l'ensemble des populations, aussi bien des populations concernées, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH, les personnes à risque, mais aussi l'ensemble des populations en général. Donc cette loi n'est pas connue. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas bien vulgarisée? D'ailleurs, pour le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida, CNLS, il demeure impératif que ces malades du sida se retrouvent juridiquement protégés. Ces groupes subissent une discrimination et une stigmatisation qui limitent leur accès aux services de santé et aux services VIH. Et donc, il est important que nous créions donc un environnement juridique, institutionnel qui est favorable au respect de leurs droits. La pandémie du sida ne laisse aucune institution. Les femmes demeurent la couche la plus infectée au Sénégal. Les protéger contre la stigmatisation est un impératif. Des panneaux publicitaires à terre dans les rues de Mermoz, Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz a mis ses menaces à exécution. Pour le maire, ces enseignes ne se sont pas acquittées de la taxe qu'ils doivent à la municipalité. Et puis certains habitants pensent que cette décision est mûrement réfléchie. D'autres pensent que la priorité est ailleurs. C'est un reportage signé Amadou Boy et Khadim Sissé. Vous avez vu l'état de nos routes secondaires. Celles que la mairie avait construites il y a quelques années sont totalement détruites. Les autres mairies travaillent à parfaire leurs routes secondaires, mais ici dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur, nos routes secondaires sont impraticables. Travailler toutes les routes. Da nga jël mairie jëppal Kasso Derklé ñëpp la ñuy liggéey seen tali mais ñun suñu route secondaire yaa ngi surtout ne ci ginnaaw route secondaire yi baaxul. Gis naa daa mu daanal panneau yëpp presque daan. C'est vrai que la mairie a fait tomber tous les panneaux, mais je crois qu'il y a d'autres priorités, à savoir l'emploi des jeunes, prendre en charge la question de la sécurité, entre autres. Selon M. Mankabou, ces panneaux publicitaires à terre gâchent le décor. Ça gâte le décor du quartier. Au lieu que la mairie fasse tomber, je pense qu'on aurait pu utiliser d'autres moyens pour ça. Parce que ça gâte le décor du quartier, et puis ça. Puis c'est un autre travail. Malheureusement, ces panneaux, depuis qu'ils sont tombés, ils sont restés là sur place. Et ça peut blesser, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut faire beaucoup de mal. D'autres estiment que cette décision de la municipalité est fondée sur des bases solides. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. La mairie n'a pas fait tomber les panneaux par simple plaisir.
Certaines régies publicitaires tardent à venir récupérer leurs panneaux détruits. Conséquence, les rues de Mermoz Sacré-Cœur ressemblent à des dépôts de ferraille. Nous parlons de toute autre chose. Le compte à rebours a démarré. Plus que 9 jours, Léa, pour le basculement de la télévision au Sénégal vers le numérique. Oui, cher Tidiane, et nous n'avons pas manqué de le souligner dans nos dernières éditions. Les Sénégalais ne sont pas suffisamment informés et fustigent l'absence de communication des responsables de la TNT. Alors, question, pourquoi des populations, quand les décodeurs seront-ils distribués? Papan Derifal et Tierno Laurent Mendy nous en disent un peu plus. Nombreux sont les Sénégalais qui jugent insuffisante la communication des responsables de la TNT. Pour nos interlocuteurs, le Sénégalais lambda n'a aucune information sur le passage de l'analogique au numérique. Par rapport en fait à cet événement qui est le passage de l'analogique au numérique, qu'il n'y ait pas eu de communication dans ce sens. Personne ne sait par exemple ce qui va arriver à la date du 17 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information n'a pas été réellement véhiculée, de sorte que les Sénégalais lambda puissent connaître les tenants et les aboutissants de cette révolution numérique. Dans ce pays-là, de toute façon, ça communique mal. Hein. Ça communique très mal. Maintenant, bon, on est un peu obligé de... On subit quoi, voilà. Moi c'est ce que je peux dire. Hein. Et je pense que bon, les gens là, quand même, ne font pas le boulot comme il faut, quoi. De façon à voir certaines catégories de la population, on sent en fait que l'information n'est pas vraiment passée comme ça devrait passer. Par contre, pour ceux qui ont la possibilité de lire les journaux ou autres, sont informés. Ainsi, le doute est profond. Ils ne pensent pas que le basculement sera effectif au soir du 17 juin. La moitié de la population n'aura pas de décodeur. Je pense que dans ce pays-là, quand même aussi, l'élitisme joue un peu trop. Certainement, chez eux, là-haut, il y aura des décodeurs partout. Mais ici, quand même, mais dans le bas peuple, quand même, ça, je pense que ça prendra du temps. Le problème maintenant, c'est les mesures d'accompagnement. Est-ce qu'en fait, tout ce qui devrait être fait pour que le basculement soit effectif et réussi a été fait ou pas? Je pense que c'est là où se trouve la question. Le passage de l'analogique au numérique de la télévision, prévu dans une semaine, n'est pas chose bien connue de la population. Elle déplore l'absence de mesures d'accompagnement. La distribution des décodeurs est aussi un motif d'inquiétude. Ayof, une foire commerciale, a ouvert ses portes, cher Tidiane, et ce depuis le 28 mai dernier. Oui, l'objectif est de promouvoir le consommé local, créer des emplois, mais aussi nouer des relations d'affaires. Les exposants, eux, sont très satisfaits de l'espace aménagé. Un reportage signé Mambiram Diouf et Adama Gueye. Un vrai carrefour commercial où se développent d'intenses activités économiques. L'on y trouve des produits riches et variés, bien de chez nous. Bon, ici, on peut trouver des robots, vraiment, des tenues de cérémonie, des robots qui sont un peu rares, et vraiment des tenues encore, des coupes qui sont rares. Vraiment, wow, de bonne qualité encore, de bonne qualité. C'est des produits de la mer, et moi je suis lebou et j'aime tout ce qui vient de la mer. Notre devoir, c'est de tout faire pour que le Sénégal puisse se développer. Des opportunités d'affaires offertes saluées par les exposants qui, à travers cette foire, tissent des relations d'affaires. C'est pas la vente seulement, mais c'est des relations entre les clients et les échanges. C'est une première que vous soyez au Sénégal? Bon, c'est pas une première, on a fait des FIDAC, des FIARA, mais Dieu merci, avec cette foire-là, alhamdoulilah. On aimerait qu'à chaque fois ça continue, parce que c'est bon aussi pour les exposants. Souvent, tu trouves ici des choses que tu ne peux pas voir ailleurs. Donc, quand il y a les expositions, on invite vraiment les gens à venir voir. 12 jours après l'ouverture de la foire, c'est le rush au niveau des stands, soufflent les exposants, mais le business n'en tire pas encore les retombées attendues. Espérons que les affaires marchent. Je souhaite qu'on multiplie ce genre de rencontres pour notre développement. Encourager de telles initiatives participe à booster notre économie. Les acteurs veulent y jouer un rôle prépondérant. C'est pour contribuer au développement du pays et du Sénégal. Actuellement, je pense qu'avec la crise qui se passe dans le monde, les gens ont besoin d'initiatives pour pouvoir sortir les autres frères qui sont, créer des emplois, vraiment faciliter les choses, quoi. Le 15 du mois courant, date de clôture de cette foire ouverte pour les populations qui peuvent y trouver toutes sortes de produits.
La page des sports à présent que nous commençons avec du football. Le Sénégal qui prépare son match contre le Burundi, donc un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les hommes d'Aliou Cissé hier étaient en open press. Ils se sont prêtés aux questions des journalistes. Quelques réactions au micro d'Abdou Diouf Junior. Je pense qu'il n'y a pas de langage bien spécial ou un discours bien spécial. J'ai affaire à des garçons responsables, à des grands professionnels. À un moment donné, peu importe le discours ou le langage, je pense que le projet doit être repris par les joueurs. Donc je compte sur cette responsabilisation, en tout cas de mes joueurs, pour entamer en tout cas cette nouvelle aventure-là. Tout le monde connaît Aliou Cissé, tu vois. Il est vigoureux, il y a de la rigueur dans l'équipe et tout le monde est concentré, on est sérieux, tu vois, on se prépare, il faut prendre du plaisir. L'objectif c'est la gagne, donc nous on se prépare pour avoir les droits pour un samedi, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de venir déjà au pays, en plus de porter le maillot national, donc il faut répondre présent et montre que quand on fait appel à toi, c'est pas pour rien, on t'a appelé. Voilà, on a repris le rythme de la compétition. Le coach nous a mis en condition pour ce genre de match-là. Donc voilà, je pense que mentalement, physiquement, tout le monde est prêt. En Afrique, il n'y a pas de groupe facile. En Afrique, on sait, voilà, on a déjà eu l'expérience avec certaines équipes. On sait que c'est toujours dur de jouer en Afrique contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, il faut rester concentré. On sait qu'on a déçu le peuple sénégalais pendant la CAN parce que tout le monde nous attendait. Tout le monde pensait qu'on allait aller plus loin que les matchs de poule. Malheureusement, ça s'est mal passé pour nous. On a bien travaillé cette semaine et il nous reste encore une semaine pour retrouver tout l'effectif et bien travailler pour aller gagner ce match, et renouer les liens avec notre public. Et ça passera tout simplement par une victoire ce week-end. L'actualité sportive, c'est également avec du basket et le Dakar Université Club qui remporte l'édition 2015 de la Coupe du maire de Dakar chez les hommes et chez les dames avec 14 trophées sur les 15 possibles pour les Duchesses et 3 sur les 5 dernières éditions. Pour les hommes, le Dakar Université Club domine le basketball de la région de Dakar et même le basketball national. C'est un reportage signé Pape Chardiak et Khadim Sissé. Une armoire à trophées devenue trop petite pour les contenir, les 2 derniers sacres en Coupe du Maire mis à côté en attendant de leur trouver de la place. La salle des trophées de la section basket du Dakar University Club témoigne en suffisance de l'hégémonie du club estudiantin sur la balle orange, régionale et nationale, surtout chez les dames. Nous avons su dans le temps avoir nos joueuses déjà sur place. Donc nous avons travaillé depuis très longtemps et mettre une bonne ossature. Très tôt, on a compris qu'il fallait fixer nos joueuses. Et nos joueuses n'avaient pas envie de sortir. Cette mainmise, le résultat, selon le directeur technique, d'une parfaite collaboration entre toutes les parties prenantes de la section basket. Une base solide et un encadrement technique fort et des administratifs forts et un comité de supporters très motivé. Donc ceci, nous avons développé ces 3 volets-là. Maguette Diop de souligner par ailleurs le soutien indéfectible des autorités universitaires. Nous sommes aidés par les autorités de l'université qui nous aident sur le plan financier. Ça, moi je pense que si je vous dis que nos joueurs sont salariés et sont payés, l'encadrement technique est payé. Donc moi je pense que nous préparons nos matchs avec des subventions qui sont données par le COUD et le rectorat. Moi je pense qu'il y a tout ceci qui fait que donc le DUC peut encore dominer le basketball sénégalais. 14 Coupes du maire de Dakar en dames sur les 15 éditions, 3 en hommes lors des 5 dernières années, sans compter les Coupes du Sénégal, les sacres en championnat, les Coupes Saint-Michel et les Coupes Arc-en-Ciel. Le Dakar University Club confirme chaque année sa domination sur le basketball sénégalais. Le champion du Sénégal, regardez le score. Le dossier de ce lundi, société de ce lundi s'intéresse au téléphone portable que tout le monde possède et qui, avec le temps, s'est transformé en véritable objet de luxe et de convoitise, surtout dans les établissements scolaires. Oui, un phénomène constaté par les acteurs dans les écoles. Des mesures sont même prises dans certains établissements. Les psychologues, eux, invitent les parents dans la socialisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, en
dossier signé à Pape Derifal, Aïssatou Dia et Kerno Laurent Mendy. Le téléphone portable devenu aujourd'hui par son usage un objet de luxe et non à utilité pédagogique, un constat des élèves, étudiants et enseignants. On offre la tablette à tous nos étudiants pour un usage pédagogique. Mais, comme vous savez, nous ne pouvons pas départir cet usage pédagogique à l'usage social. Le téléphone portable tant décrié est devenu aujourd'hui un moyen peut-être de perversion. Parce que les élèves s'en servent pour faire d'autres choses qui ne sont même pas recommandées. Certains même l'utilisent en classe, ne se concentrent pas en classe. Souvent, il nous arrive même de renvoyer des élèves. De nos jours, on constate que la majorité des jeunes ont ces outils pour se montrer, pour faire voir qu'ils ont de l'argent ou bien pour montrer leur statut social. D'habitude, les téléphones ne sont pas utilisés pour des recherches ou pour travail. Les téléphones sont utilisés pour des réseaux sociaux, discuter entre amis. Des responsabilités dégagées pour les objets volés dans les écoles. Toutefois, des démarches se sont entreprises parfois. Nous sommes dans une école où il y a beaucoup d'étudiants. On a beaucoup d'étudiants. Ils viennent des couches sociales différentes. Il y a eu des coups de vol, mais seulement ayant installé des caméras de surveillance, on a toujours réussi à voir qui a pris et récupéré les tablettes ou les téléphones volés. Pour ce psychologue du Centre national de l'orientation scolaire, le téléphone est une nécessité dans la mondialisation. Cependant, le parent doit s'immiscer dans son usage. C'est la notice qui doit accompagner l'usage de cet outil qui me paraît importante. Le parent doit s'immiscer dans le processus de socialisation par l'éthique. Le téléphone portable a fini d'installer l'inquiétude chez la population. Ainsi, les psychologues appellent à une réflexion de son utilisation par l'implication des parents dans la socialisation d'éthique, un objet de tricherie et de destruction de plusieurs familles, des choses contraires à nos valeurs. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane. La parole à présent à la permanence avec Chérif Diop qui est déjà en place. Voilà, merci beaucoup Chartidiane et merci beaucoup à Léa Soukainenia. L'info revient à quelle heure ? À minuit. À minuit, 0 heure. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. C'était le journal de 20h sur la télévision Futur Média. On revient tout juste après pour la météo et la suite de votre programme sur la télévision Futur Média. À tout à l'heure.